Nous sommes le 21 janvier 2020, quatrième édition de ce Digital Change et nous sommes ravis de vous accueillir et de démarrer, il en faut bien un premier, par ce premier grand témoignage de l'entreprise Deltador. Un rapide coup d'œil sur Digital Change. Digital Change, c'est près de 7000 visiteurs sur ces 3 dernières années et des avant-premières en Bretagne, Pays de la Loire, pour expliquer le pourquoi de cette transformation numérique impérieuse dans nos entreprises. Ces 4 co-organisateurs, à savoir les chambres de commerce et d'industrie, et plus précisément ici, la chambre de commerce et d'industrie Nantes-Saint-Nazaire, mais c'est également le parc Expo qui nous accueille, ici, lieu qui nous accueille. ADN Ouest, avec ses 550 membres et plus de 60 000 emplois sur l'ensemble de la Bretagne et des Pays de la Loire. Et puis, bien évidemment, c'est également l'agence API que j'ai la chance de représenter. J'en suis le directeur agence API Ouest France Entreprise maintenant. Et en l'occurrence, nous avons un beau métier, à savoir celui de valoriser notre économie et celles et ceux qui le font, à savoir vous, entreprises du territoire. Cette année, en quelques chiffres, ça sera 150 animations, une centaine d'exposants, acteurs du numérique qui sont là pour répondre à vos questions, à vos interrogations et vous aiguiller sur cette transformation. Et puis, ça sera vous serez à peu près 3000, 3500 visiteurs. Il y en avait encore 500 qui sont inscrits rien que dans la journée d'hier. Quelques chiffres pour finir. 84% des entreprises voient le numérique comme une opportunité, super. Seulement 48% le voient comme une priorité. Et là, on peut être amené à se poser quelques questions. Et 18% seulement y ont un budget dédié. Voilà quelques chiffres. Depuis 2016, l'acculturation ADN de Digital Change fait son chemin, mais l'on voit à travers ces chiffres qu'il nous en reste encore un peu. J'appelle à mes côtés tout de suite Hélène Calvet de l'entreprise Orange, qui sera l'animatrice de ce témoignage, Hélène Grelier-Decoq de chez KPMG, qui sera l'experte, et enfin celui qui nous a fait le plaisir d'accepter notre invitation, Stéphane Lemerle, DSI de Deltador. Merci. Vous pouvez les applaudir, absolument, n'hésitez pas. Alors Hélène, avant de... Allez-y, je vous en prie, prenez place. Tout va bien? Vous avez les micros? Parfait. Je pense qu'il y en a un autre ici. Alors avant de vous laisser la main, Hélène, en commençant par Deltador, nous allons commencer fort parce que, effectivement, nous allons aborder dans ce témoignage à la fois l'Internet des objets connectés, mais également l'organisation sur les évolutions qu'engendre le numérique dans la stratégie des entreprises, le fait de transformer ou de démarrer cette transformation de modèle économique, passant ainsi de l'offre produit à l'offre de services. Bref, tout ceci va être passionnant. Je vous laisse la main, Hélène. Bon témoignage à vous. Merci, bienvenue à toutes et à tous pour le témoignage de Deltador. Nous allons en effet parler transformation de business model, du produit vers les services, grâce, j'allais dire, à la technologie que représente l'Internet des objets. Et pour cela, donc, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Hélène Grelier-Decoq de chez KPMG, ainsi que Stéphane Lemerle de chez Deltador. Donc, en ce qui me concerne, donc Hélène Calvet, je suis spécialisée dans le domaine de l'Internet des objets en tant que responsable marketing chez Orange sur le marché entreprise. Alors, Hélène, dites-nous-en un petit peu plus, quelques mots déjà sur KPMG peut-être, et puis sur votre fonction et votre rôle au sein de ce cabinet. Oui. Alors, le micro fonctionne? Oui. Donc, bonjour à toutes et tous. Je suis Hélène Grelier-Decoq. Je fais partie des équipes conseil de KPMG. KPMG est souvent connu sur la partie audit et expertise comptable. Nous avons également un important pôle conseil. En France, c'est plus de 1600 consultants. Et dans la région ouest, nous sommes 45 consultants basés entre Rennes et Nantes à officier sur des sujets de transactions, d'amélioration de la performance opérationnelle, déploiement de RP, souvent dans le cadre de projets de transformation plus conséquents. C'est notamment mon cas, j'interviens sur ce type de mission, surtout sur 3 volets, la dimension marketing, vente et expérience client. Et on en parlera un petit peu plus tard avec le témoignage Deltador. J'étais donc jusqu'à présent depuis 15 ans basée en région Rhône-Alpes, à Lyon. Et donc 7 ans en entreprise, 8 ans chez KPMG. Et j'ai rejoint les équipes nantaises à Nantes chez KPMG depuis septembre.
Donc j'interviendrai plus en tant que pour apporter un éclairage à partir des constats et des pratiques que l'on peut pousser, que je peux pousser auprès des clients que nous accompagnons. Et également, je suis intervenue dans le cadre d'une étude KPMG sur la transformation digitale des ETI. Donc ce sera également l'occasion d'avoir un éclairage à travers cette étude. Très bien, merci Hélène, c'est très complet. Quant à vous Stéphane, peut-être quelques mots sur votre fonction, votre rôle au sein de chez Deltador. Avant peut-être, et après on prendra quelques minutes pour discuter un peu de votre entreprise et mieux comprendre un peu son activité. Donc je vous laisse la parole déjà pour vous présenter. Merci, bonjour à toutes et à tous. Moi je suis responsable, Stéphane Lemerle, des services aux particuliers et de l'innovation, ce qui inclut aussi la plateforme de services dont on va parler aujourd'hui. J'ai rejoint Deltador il y a à peu près 1 an et demi et j'ai un passé ou un passif un peu plus télécommunications et électronique embarquée, ayant beaucoup travaillé avec Orange dans le passé notamment. Voilà, et puis donc on parlera un petit peu plus de l'entreprise après. Oui, on y vient du coup. Alors Stéphane, c'est important qu'on comprenne ici tous ensemble un peu l'activité de Deltador. Est-ce que vous pourriez déjà commencer par nous donner peut-être quelques chiffres clés, à la fois sur votre nombre de clients, le chiffre d'affaires. Ce qui nous intéresse de bien comprendre également, c'est quels sont les grands domaines d'activité que vous adressez dans cette société. Et puis pour terminer aussi, comme Hélène l'a fait, un peu quelle est votre empreinte locale, nationale, voire internationale ? D'accord, donc Deltador, c'est tout d'abord sur l'empreinte locale, c'est une entreprise familiale et indépendante dont le siège est basé dans une petite ville qui s'appelle Bonnemain, entre Rennes et Saint-Malo, et qui a des activités au travers de 2 business units que sont le Smart Home et le Smart Building en France et à l'international. On fait à peu près 70% de notre chiffre d'affaires en France, 30% à l'international. Et la particularité de Deltador, c'est qu'on fait de la fabrication française. Donc on est fiers d'être un industriel qui fait ses produits de A à Z pour nombre de ses produits en France et en Bretagne. On est à peu près 850 personnes dans le groupe, sur des sites étant, outre la Bretagne, on a des forces commerciales et de support technique dans différents pays européens. On a aussi une usine de production dans le nord de la France sur les moteurs de volets roulants. On a des équipes de recherche et développement aussi du côté de Grenoble et pas très loin de Nantes. Notre chiffre d'affaires, c'est environ 150 millions d'euros. On a des produits Deltador dans 4 millions de maisons à peu près sur 10 000 sites industriels. Et pour nos clients grands comptes, on a un peu plus de 120 partenaires récurrents avec lesquels on travaille depuis un certain nombre d'années. Très bien, merci Stéphane, je pense que c'est clair pour nous tous. Alors avant de commencer, je vous rappelle que vous êtes invités tous à participer à la conférence en posant vos questions en direct. Pour cela, il vous suffit de vous connecter au site evals.fr depuis votre navigateur préféré, de saisir le code DC20, je répète DC20, donc tout s'affiche à l'écran derrière moi, vous pouvez prendre note. Et les questions que vous poserez tout au long du témoignage de Deltador seront adressées à la fin de la séquence. Voilà. Donc n'hésitez pas. Je vous propose maintenant de débuter. Donc, je vais m'adresser à vous, Stéphane. Effectivement, lorsque vous avez présenté la société Deltador, on a compris finalement que les grands domaines d'activité que vous adressez, c'est la maison connectée, les bâtiments intelligents. Et pour cela, vous avez mis en place, il y a quelques années déjà, votre propre plateforme Internet des objets. Et il y a quelques mois, vous avez décidé d'ouvrir finalement cette plateforme à des nouveaux clients qui sont des clients grands comptes. Alors, est-ce que vous pourriez commencer par nous expliquer ce qui vous a incité finalement à ouvrir cette plateforme et à modifier le business model autour de cette plateforme, Stéphane ? Oui, tout à fait. Alors, tout d'abord, c'est un triple constat qu'on a fait. Alors, la décision, déjà, pour préciser, elle n'est pas sortie d'un coin de table. Un soir, on s'est dit, tiens, on va détourer la partie plateforme. On a lancé un certain nombre de projets de transformation dans le groupe qui ont été lancés pour les premiers en septembre 2018. Et un des sujets de ces projets de transformation était l'ouverture. Parce qu'on sentait bien qu'il y avait des besoins d'ouverture des différents écosystèmes. Parce que les utilisateurs n'ont pas envie d'avoir une multitude d'écosystèmes et d'applications dans leur smartphone. Et une des conclusions de ce projet de transformation d'ouverture a été qu'on pensait que c'était intelligent de détourer un petit peu plus la plateforme. Alors le constat qu'on faisait, c'est qu'il y avait
le triple constat, c'est qu'il y avait une tendance de fond. On sent bien qu'il y a une appétence des particuliers, moi le premier, pour les services. Donc ça arrive dans différents, et les services et les modèles locatifs. C'est arrivé, et c'est déjà de plus en plus le cas dans le domaine de l'automobile. Vous avez de plus en plus de voitures qui sont vendues en leasing et non plus à l'achat, qui sont vendues plus cher au demeurant quand vous regardez la totalité, mais vous avez un confort d'utilisation en cas de problème qui est différent. Donc c'était le premier constat. Donc on évolue vers un business model, moi que j'appellerais de l'expérience, et si possible, c'est l'ADN de Deltador, de l'expérience durable. Deuxièmement, nos clients industriels, notamment, ont des équipements qui génèrent de plus en plus et qui manipulent de plus en plus de données et ont envie de valoriser ces données et de construire soit des services qui vont leur permettre d'optimiser leur process, sur l'après-vente par exemple, soit de fournir des nouveaux services à valeur ajoutée. Et donc ça aussi, il faut qu'on soit capable de les aider à collecter et à traiter ces données. Et le troisième constat, c'est que depuis de nombreuses années, quand vous regardez le triplet Internet des objets, les clouds, dont les coûts de cloud computing diminuent régulièrement, et puis toutes les technologies de connectivité, ont fait que les silos entre différents marchés, que sont par exemple la banque, l'assurance, l'énergie, nos métiers industriels, les métiers du bâtiment, ont commencé par se fissurer et maintenant se sont plus ou moins cassés à certains niveaux avec une interaction de plus en plus grande. Donc pour tout ça, vous avez besoin d'une plateforme, elle devient de plus en plus centrale, d'où l'évolution naturelle vers un modèle autour de la plateforme, la valorisation de cette plateforme, dans un souci d'ouverture, donc je le disais tout à l'heure, donc il faut que ce soit ouvert. Et l'ouverture, c'est clé, hein, ça veut dire, alors j'emploie un gros mot d'API, c'est les interfaces de votre plateforme. Si vous n'avez pas d'interface ouverte dans votre plateforme, intégrer des assistants vocaux, par exemple, comme ceux d'Amazon ou de Google, c'est sans doute possible techniquement, mais un cauchemar et sans doute pas viable économiquement. Donc l'ouverture va vous aider aussi à intégrer tous ces écosystèmes les uns avec les autres au meilleur coût. Et aussi, on a mis dans cette plateforme le fait qu'on est là pour accompagner nos clients. Donc on ne va pas se positionner comme étant une boîte noire qui va faire tous les traitements de données, qui va gérer le client pour eux et qui va leur fournir des données sous un mode de licence ou autre modèle. Parce que ça va leur faire perdre de la valeur et on a beaucoup de clients qui seront complètement contre et vent debout contre ce modèle. Donc on va être là vraiment pour leur fournir des briques technologiques qui vont les aider à accélérer quand développer eux-mêmes ces briques technologiques ne fait pas complètement sens dans leur cœur de métier. Vous pouvez nous citer peut-être juste un exemple peut-être d'un client justement qui utilise votre plateforme IoT, qu'on comprenne bien un peu comment ça s'opère? Comme exemple, on a par exemple SOWI, qui est une filiale d'EDF, qui utilise nos technologies pour fournir ces services d'énergie et de pilotage de l'énergie. Et la raison sous-jacente, c'était qu'on leur a permis d'accélérer parce qu'on avait déjà toutes ces briques de connectivité, de collecte et les objets connectés qui allaient avec. Donc ils ont gagné du temps et ils n'y ont pas perdu leur âme puisque c'est leur service qu'ils fournissent au-dessus. L'autre exemple, dont je parlerai peut-être un peu plus après, c'est la joint venture qu'on a avec une filiale du groupe Arkea, qui est donc une banque assurance, où on a le mariage d'un industriel de l'électronique et d'une banque assurance pour fournir de nouveaux services à valeur ajoutée qui intègrent des objets connectés mais sans les mettre en avant. Dans le modèle de business de l'expérience, c'est quelque chose de clé, c'est que vous devez avoir de plus en plus de technologie, mais elle doit être de moins en moins visible. Oui, la technologie est plutôt au service, comme on dit. Très bien. Alors, effectivement, on comprend en tout cas que finalement, cette plateforme vous a permis de vous ouvrir à des nouveaux horizons, des nouveaux marchés de votre côté. Mais c'est vrai qu'également, à travers les clients grands comptes que vous adressez, pour eux aussi, c'est des nouvelles opportunités business, marché qui s'ouvrent à eux. Donc finalement, cette plateforme fait le rôle un peu de passerelle, de pont entre ces domaines qui viennent d'horizons différents, qui se rendent compte que comment ça se passe en fait concrètement du coup? Alors, vous l'avez bien dit, c'est vraiment une passerelle. Donc, encore une fois, c'est le triplet IoT, connectivité et ouverture de la plateforme qui va faire que vous pouvez intégrer différents objets vers la plateforme, les nôtres ou ceux de partenaires ou de clients. Vous pouvez intégrer différentes plateformes ensemble et avoir des traitements qui sont à la fois en local, dans la plateforme, dans les autres plateformes, pour fournir une même expérience. Alors, je vais vous donner un exemple. Je reviens sur la joint venture qu'on a qui s'appelle AS2D, qu'on a avec la filiale Arkea Sécurité du groupe Arkea. Donc, dans cette joint venture, chacun va apporter ses briques. Deltador va apporter ses produits
et ses briques technologiques plateformes. Arkea Sécurité, qui est un télésurveilleur et qui a aussi une société fille ou sœur, qui est un téléassisteur, va apporter son plateau de télésurveillance, ses services de télésurveillance et de téléassistance, et aussi un certain nombre de partenaires qui ont des objets. Chacun va bénéficier des produits de l'autre pour enrichir les siens propres. C'est vraiment la chose clé. Et S2D se positionne comme un agrégateur de solutions pour fournir des services en B2B. Et le premier service qu'on a lancé, alors en B2B, avec comme client ce coup-ci le groupe Arkea en tant que banque assurance, ça a été un service en janvier de l'année passée, qui s'appelle AssureDetect, qui est une multirisque habitation connectée. Donc c'est vendu en agence comme un produit d'assurance. Et l'élément clé, c'est vraiment, on est dans le business model de l'expérience, parce que l'application smartphone et le parcours client quand vous allez dans la banque est celui d'un produit d'assurance. Le mot smart home, domotique, objet connecté et je ne sais quoi encore n'est jamais mentionné. Vous allez en tant que particulier, vous achetez un produit d'assurance. Ce produit d'assurance a un discount significatif parce que vous allez avoir de la télésurveillance contre l'intrusion, contre la détection de fuite d'eau, contre la détection d'incendie, avec une application qui est vraiment une application d'assurance. C'est-à-dire, dans votre appli, la première page, c'est « Je peux gérer un coffre-fort numérique » dans lequel je peux mettre mes photos de ma nouvelle télé, la facture de ma nouvelle télé. Je peux gérer un sinistre 24/7. Pour ceux qui ont déjà eu des sinistres, c'est pas mal de pouvoir déclarer tout de suite son sinistre tout en ayant les pièces qu'il faut dans son coffre-fort numérique pour éviter d'avoir des allers-retours un peu embêtants. Je vais pouvoir avoir un vidéo call en temps réel avec le plateau de télésurveillance. Et incidemment, dedans, je peux aussi gérer ma smart home, mais en deuxième rideau, et avoir tous mes automatismes. Et ça marche. Et ça marche parce qu'on répond vraiment à un besoin de l'utilisateur qui est de simplifier et d'avoir une expérience unifiée. Et pas d'avoir 150 applications les unes à côté des autres, parce que si on a 150 applications les unes à côté des autres, ayant 2 yeux, un cerveau, 10 doigts, le smart home et le smart living ne décolleront jamais. Oui. On voit bien que la clé, vraiment, c'est l'expérience client qui est unique. C'est ça vraiment qui fait la différence, avec une expérience sans couture. Et de votre côté, vous, Hélène, du coup, vous côtoyez des entreprises au quotidien dans cette transformation digitale. Là, on vient d'entendre Deltador qui vient de s'exprimer autour de cette transformation de business model avec cette plateforme IoT. Qu'est-ce que vous observez, vous, par rapport à ces entreprises qui sont amenées à transformer leur business model? Finalement, qu'est-ce qui les pousse à revisiter leur business model? Alors, ce que l'on voit, ce sont des entreprises qui se posent un certain nombre de questions. C'est normal et heureusement. Pourquoi ? Parce qu'on est sur des projets de transformation, que ce soit dans le cadre d'un repositionnement vers les services ou de déploiement d'outils digitaux plus conséquents. Les questions sont nombreuses parce qu'on est sur des projets qui vont transformer en profondeur l'ensemble des fonctions d'une entreprise, que ce soit les fonctions achat, IT, vente, marketing, on en parlera un petit peu plus tard, même RH. Et donc cette ouverture et ce besoin de transversalité a un impact compliqué à gérer. Donc en termes de questions, ce que l'on voit, c'est que finalement le pourquoi et le quoi, ce sont des questions qui sont globalement acquises par les entreprises. Le pourquoi, Stéphane a commencé à en parler. 3 raisons ou 3 éléments qui permettent de justifier le passage à une transformation. Le client, premier moteur de la transformation, on en parlait, comment mieux répondre aux attentes des clients, aux attentes des utilisateurs, à travers une nouvelle expérience client, comment mieux les fidéliser et les recruter. Deuxième élément, une volonté de faire évoluer également les process opérationnels d'une entreprise, de gagner en efficacité opérationnelle. Et troisième raison qui vient justifier aussi le besoin de transformation, c'est la vision collaborateur. Aujourd'hui, il y a une vraie nécessité à la fois de retenir les talents et également d'attirer les talents de demain. Donc c'est ces 3 sujets qui viennent finalement, qui poussent les entreprises à engager un cycle et une démarche de transformation. Donc le pourquoi et le quoi, ce sont des sujets globalement acquis. Là où il y a le plus de questions, ce que l'on voit, c'est sur le comment. Comment concrètement déployer ce plan de transformation? Par où commencer? Quel chantier prioritaire initier pour engager le changement? Est-ce que c'est les chantiers justement IT, vente, marketing? Donc on a ce degré de complexité à mener. Sur le comment, quelle gouvernance mettre en place au niveau du projet, quel KPI,
avec un certain nombre de bonnes pratiques, on y reviendra, notamment la définition de la stratégie et notamment la notion de co-construction. Pour engager justement ce changement dans la durée, il est absolument nécessaire de co-construire à la fois avec les équipes en place et également de s'ouvrir. Vous en parliez, Stéphane, quand on intègre du digital, on a un besoin d'ouverture sur des compétences nouvelles et puis sur des approches nouvelles. Très bien. Eh ben, merci pour cette transition. Alors, c'est vrai que justement, maintenant, on va regarder un petit peu et introspecter de l'intérieur comment cette transformation s'est opérée au sein de chez Deltador. Alors, Stéphane, je me retourne à nouveau vers vous. On imagine très bien que des besoins de clients finaux dans le domaine de la maison connectée, par exemple, doivent être quand même assez différents de ce que les clients grands comptes que vous adressez maintenant à travers l'ouverture de votre plateforme IoT vous font part. Comment est-ce que vous arrivez à concilier des besoins d'horizons différents sur votre roadmap et comment ça se passe en interne du coup dans vos équipes ? Oui, c'est vrai que les attentes sont assez différentes, pour le dire comme ça, entre un grand compte, les utilisateurs. Je rajouterais aussi les installateurs qui sont des acteurs clés, électriciens ou plombiers dans notre chaîne de la valeur. Et donc c'est aussi pour ça que ça faisait sens de détourer un petit peu la plateforme, parce que vous avez autant de différents clients que de différents jeux de besoins. Et plus nos besoins internes, puisque Deltador, dans la division Smart Home, on a un catalogue de produits qui va de la thermique, les alarmes, la gestion des ouvrants, qui ont aussi leurs propres besoins de connectivité et de traitement dans le cloud. Donc on va prendre tous ces inputs, ou toutes ces roadmaps, si vous voulez, et on a pris la décision de créer notre propre entité plateforme. Alors, pas complètement détourée, on n'en a pas créé un PNL en tant que tel, pour l'instant, mais on a isolé la partie marketing stratégique et roadmap, et définition de la roadmap, ce qui veut dire que la plateforme a maintenant sa propre roadmap, et on a isolé aussi toutes les équipes de développement. Donc, développement de la partie cloud et de la partie, moi, que j'appelle Edge. C'est-à-dire, la plateforme, vous avez toujours deux éléments. Vous avez une partie qui tourne dans le monde Internet, si vous voulez, et une partie qui gère le lien entre le réseau de la maison et le réseau Internet. Voilà, donc on a des besoins de synchronisation et de priorisation des différents inputs pour gérer notre roadmap. D'accord, mais j'imagine aussi qu'au-delà de l'indépendance que vous donnez du coup à ces équipes marketing et développement, la transformation va même un peu plus loin au sein de votre entreprise. J'imagine qu'il y a même des impacts métiers plus larges. Alors la question que j'ai envie de vous poser, c'est finalement quelles sont les nouvelles compétences que vous avez dû mettre en place au sein de votre entreprise pour développer ce nouveau domaine d'activité ? Quels sont les nouveaux profils ? Et d'ailleurs, je me pose la question, est-ce que vous avez été amené même à recruter de nouveaux collaborateurs ? Oui, à toutes les questions. Donc on a effectivement un nouveau produit ou un nouvel animal à gérer qui est de type plateforme dans un univers de catalogue Deltador qui est très hardware et software embarqué. Donc pour ça, on a besoin on a des nouveaux métiers qui apparaissent, on a besoin aussi de travailler de façon un petit peu différente et de recruter aussi de nouveaux talents. Donc pour faire vite, les nouveaux métiers, on en a plusieurs sortes. On a tout d'abord un métier d'architecte. Quand vous avez des choses qui tournent dans le cloud, des choses qui tournent à l'edge, des choses qui tournent aussi, parce que les données sont générées par les objets finaux, les endpoints connectés, vous allez devoir décider quelle fonction ou quel service vous mettez où. Et mettre des choses à l'edge, ça peut avoir du sens des fois, parce que le cloud, c'est magnifique, mais ça coûte. Donc des fois, faire des traitements en local, ça peut être meilleur d'un point de vue économique, où vous pouvez avoir des problèmes de bande passante ascendante, ou encore vous pouvez avoir des problèmes, notamment dans le monde de l'entreprise et de l'industrie, des problèmes de privacy et de sécurité. Si vous pouvez garder vos données, vos traitements en local, c'est forcément plus sécurisé, sauf si vous avez une passoire pour accéder à vos sites, que si vous mettez tout dans le cloud. En tout cas, vous êtes plus en maîtrise. Donc ça, c'est le premier métier. L'architecte, il va vraiment définir ce qui tourne, ce qui interopère, où. Le deuxième type de métier, c'est du programme management. Donc vous évoluez de project manager vers des programmes managers. La différence, c'est que d'un programme manager va gérer des systèmes beaucoup plus complexes où il est souvent beaucoup moins en maîtrise technologique. Et donc il va plus gérer ses programmes par le risque et par les adhérences et les interdépendances entre les différents livrables du projet. Vous avez besoin de data scientists aussi. Donc ça, c'est un domaine où on a fait des recrutements et des formations. Donc des formations étant des formations longues, ce n'est pas 3 jours ou 4 jours.
sur des populations qui sont plutôt pas trop mauvaises en maths, parce qu'on va leur demander de faire de l'algorithmie. On intègre aussi des ingénieurs DevOps. Donc DevOps, c'est pour gérer de façon plus amont ou plus intégrée à la fois le développement et l'opérationnel pour industrialiser encore plus nos métiers au niveau de la plateforme. Il y a un volet aussi cybersécurité et data privacy au sens de RGPD qu'on doit prendre en compte. Donc on a un RSSI et un DPO chez Deltador qui nous aident aussi à avancer sur ces aspects. Et j'ai gardé le meilleur pour la fin. Le plus compliqué, c'est sans doute les forces de vente. Parce que quand vous avez des forces de vente qui sont habituées à vendre du thermostat, du système d'alarme, leur demander d'aller vendre de la technologie de type plateforme, où vous n'avez pas un produit aussi facile à dessiner, où les contours sont beaucoup plus flous, vous allez devoir vendre plus de l'usage, de la résolution de problèmes. Donc c'est des choses qui sont quand même très, 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 très différentes et c'est assez compliqué à gérer. Oui, on imagine bien. D'ailleurs, c'est vrai qu'on est amené à se poser du coup une question qui nous vient à l'esprit, c'est pour des équipes comme les vôtres qui étaient habituées à vendre des produits, et c'est ce qui a fait aujourd'hui le succès historique finalement de Deltador, aujourd'hui ces équipes sont amenées à construire, à vendre, à programmer des services. Donc ça doit engendrer des peurs, des craintes aussi en interne. Comment est-ce que vous gérez ça finalement au sein de Deltador? Quel accompagnement vous faites au niveau management? Vous avez raison. Alors c'est pas nouveau. Moi je me rappelle un petit livre qui s'appelle Who Moved My Cheese, qui est assez rigolo à lire, qui est Spencer Johnson, qui date de la fin des années 90, sur des petites souris qui bougent pour certaines dans un labyrinthe parce qu'il y a de moins en moins de fromage. Donc c'est sur la peur, de la crainte du changement. C'est pas nouveau, on est tous un petit peu comme ça, mais c'est très très vrai quand on en vient aux plateformes. Donc il faut expliquer, former, accompagner. Donc expliquer déjà, c'est expliquer que c'est pas la révolution. Le monde des data, des plateformes, de l'IA, du big data, c'est absolument magnifique et c'est très performant. Par contre, il faut que vous ayez des données de qualité. Vous prenez le meilleur data scientist du monde, vous lui donnez des données, excusez-moi le terme, pourries en entrée, il vous sortira un magnifique algorithme qui vous donnera des résultats tout aussi déplorables. Donc les données de qualité, c'est généré par des capteurs, des actionneurs. Et ce n'est pas évident de générer une donnée de qualité. Une donnée, on parle beaucoup de qualité d'air en ce moment. Je peux vous dire, nous on a regardé ça de près autour du taux de CO2 ou du taux de composés organiques volatiles. Vous avez de tout, mais vraiment de tout. Donc générer des données de qualité, ça nécessite d'avoir des bons équipements industriels. Donc il faut voir ce business model de la plateforme comme adossé à un business model qui reste un business model électronique aussi. Donc former, c'est notamment pour les équipes de vente. Donc on a créé beaucoup de collatéraux et on va continuer à créer des collatéraux. Et comme les équipes de vente, c'est généralement des grands pragmatiques, il faut leur donner des cas concrets, des usages concrets. Dès qu'on a une success story, leur expliquer pourquoi ça a marché, quel était le besoin du client. Donc on crée tout ce genre de collatéraux et on les forme. On a déjà eu 2 ou 3 rounds de formation et on en a un nouveau important au mois de février. Et puis les accompagner, on a créé des notions de référents, marketing et vente, c'est-à-dire des vendeurs qui sont, on va dire, si je peux le dire comme ça, un peu plus dégourdis que les autres et qu'on va former un petit peu plus que les autres, qui vont aider leurs collègues. Et on va aussi accompagner nos clients parce qu'on se rend compte que tous nos clients, alors on a des clients qui sont bien plus avancés que nous et qui ne le seront sans doute jamais qu'on le saura sur ce genre de techno, mais on a aussi des clients qui ne sont pas aussi à l'aise ou toujours à l'aise avec certains aspects, notamment sur l'aspect RGPD, sur l'aspect traitement des données. Donc on va aussi les accompagner et c'est pour ça que la gestion de projet est essentielle aussi pour ça. D'accord. Et vous, Hélène, du coup, qui accompagnez toujours ces entreprises dans tous ces changements, ces transformations, qu'est-ce que vous conseilleriez, par exemple, à des entreprises qui sont réunies parmi nous aujourd'hui, justement pour accompagner ces mêmes types de changements? Alors pour rebondir aussi par rapport à ce que vient de dire Stéphane, le premier frein que l'on observe dans le cadre dans ce type de projet, c'est la dimension humaine, c'est la réticence au changement. C'est à la fois le premier frein, la dimension humaine, mais c'est également le premier facteur clé de succès. Donc c'est vraiment une dimension indispensable à prendre en compte. La mise en route d'un projet de transformation, toujours dans le cadre soit d'un repositionnement ou autre, pousse les entreprises à engager une démarche de conduite du changement en profondeur auprès de ses collaborateurs. Donc ça passe, comme le disait Stéphane, par de la communication, beaucoup de communication, par de l'explication, s'appuyer sur les succès. Et également, ça passe par l'identification des impacts collectifs et également individuels
Pourquoi ? Parce que chacun réagit différemment à un changement et donc il est absolument indispensable que chaque collaborateur puisse se projeter pour adhérer justement à ce changement. Donc en termes de conseil, c'est vraiment prendre en compte cette dimension humaine, à la fois en interne, en s'appuyant sur les équipes en place, et également en faisant appel à des ressources externes, en s'ouvrant, et ça c'est quelque chose qui est nouveau par rapport à d'autres projets que l'on pouvait voir les années passées. C'est vraiment cette ouverture à des compétences nouvelles, à du conseil pour accompagner aussi ce changement, mais pas que à du conseil, également à des alliances, à des partenariats avec des PME ou des startups qui sont déjà plus en avance, plus matures sur ces sujets-là. D'accord, très bien, merci Hélène. Alors on comprend effectivement, vous côté Deltador, Stéphane, que vous avez revisité complètement votre business model et donc votre chaîne de valeur aussi, en allant du produit vers les services. Et finalement, à travers cet élan, vous embarquez aussi une transformation de vos partenaires, par exemple les installateurs, mais également de vos clients grands comptes. Donc comment ça se passe pour eux, pour tous ces partenaires et clients grands comptes, cette transformation à leur tour sur cette chaîne de valeur ? Alors c'est pas une histoire sans fin comme sur la photo, mais c'est une histoire longue à mon avis. J'espère qu'elle ne sera pas sans fin. Parce qu'effectivement, il y a pas mal de barrières. Notamment, vous mentionnez les installateurs, que les installateurs ont un business récurrent depuis des dizaines et des dizaines d'années sur de la vente de matériel et de la vente de services d'intégration. Ils font leur beurre, ça marche bien et c'est assez difficile, notamment aux indépendants, de leur expliquer qu'ils pourraient faire autre chose, qui est plus compliqué, qui est potentiellement générateur de risques. Donc on a tout un accompagnement et une éducation à faire. Alors après, vous avez d'autres sociétés qui ont leurs installateurs. Je vous donne un exemple, NG Home Service par exemple, ou Cham, qui est une filiale d'EDF aussi, où ils ont leurs propres installateurs qui sont là pour vendre du service. Donc ça va tirer aussi petit à petit le marché vers ce paradigme du service, adossé encore une fois à de la vente de matériel. Moi, je ne pense pas que la vente de matériel va disparaître du jour au lendemain. Donc c'est plus une chaîne de la valeur de type service que l'on va aller adosser, quand ça fait sens, à une chaîne de la valeur de vente de produits. Et aussi, la chaîne de la valeur du bâtiment est particulière. Alors, elle est un peu en retard autour de l'intelligence artificielle dans le monde. Le bâtiment n'est pas très en avance là-dessus. Et donc, il y a un chemin relativement long. Et ce qu'on voit aussi, c'est que les frontières vont bouger dans la chaîne de la valeur, que nos clients d'aujourd'hui vont devenir aussi nos concurrents de demain, que des concurrents vont aussi pouvoir être des partenaires. Je parlais tout à l'heure des assistants vocaux. Les assistants vocaux, on peut voir ça comme des partenaires, mais ce sont aussi essentiellement des concurrents qui peuvent un jour arriver sur le marché européen de façon un peu plus agressive autour du smart home et du smart building. Voilà. Donc je pense que c'est une histoire longue et que ce n'est pas demain qu'on aura un pur modèle de service. Un pur modèle de service, je vous donne juste un exemple, ça serait chez vous, vous faites une rénovation, vous voulez changer votre système de chauffage. Moi, je suis installateur, vous venez me voir, au lieu de vous vendre un système, je vous demande combien vous voulez dans votre salon. 19,5 degrés, dans votre chambre, vous voulez combien ? 18,5. Donc, je vais vous vendre 19,5 degrés dans votre salon, 18,5 dans votre chambre. Alors ça, c'est facile à dire, c'est facile à écrire sur un papier, mais après, il va falloir que je garantisse que tout ça, c'est au bon prix, qu'avec les bons équipements et que, selon que l'électricité, elle est autoproduite parce que vous avez des panneaux solaires sur votre toit, ou vous l'achetez sur la grille, vous avez une batterie de stockage, vous avez différents équipements pour faire ce chauffage. Il faut que je puisse garantir que vous ayez bien 19,5 et pas de temps en temps, loi de Murphy aidant, l'hiver, 15 degrés ou 14 ou 12 degrés dans votre chambre. Donc ça nécessite que tous ces acteurs se mettent d'accord et beaucoup de pilotage et d'intelligence masquée. Voilà. Donc ça, c'est, j'espère, la cible, mais je pense que ça va prendre un certain nombre d'années. D'accord. Et peut-être une dernière question pour vous, Stéphane. Finalement, à travers toute cette transformation que vous êtes en train d'opérer, on comprend que tout ça, c'est encore en cours. Est-ce que finalement, vous êtes pionnier dans cette transformation par rapport à votre secteur d'activité, ou est-ce que vous êtes peut-être même précurseur sur certaines composantes peut-être de cette transformation ? Alors, pionnier, j'aimerais bien, mais non. On n'est pas les premiers, et loin de là, à lancer un peu plus, à accélérer le lancement d'une plateforme en étant un acteur industriel de l'électronique et du bâtiment. Par contre, bon, c'est pas grave, hein, c'est comme ça. Par contre, on va se positionner un peu différemment que certains. On ne va pas se positionner sur la plateforme Internet des objets en tant que telle, mais plus sur une plateforme Smart Home, Smart Building,
parce que c'est là où on a un savoir-faire depuis, on fête nos 50 ans du reste cette année, donc depuis 50 ans. Notre premier service a été du délestage, donc du pilotage de l'électricité et de l'énergie. Donc on a ce savoir-faire sur l'énergie, sur la sécurité, sur l'automatisation dans la maison et dans le bâtiment, et on va essayer de capitaliser là-dessus. Et effectivement, je pense qu'on est pionnier sur ce que l'on fait avec la joint venture AS2D, c'est-à-dire à packager des services pour le particulier qui couplent à la fois de la technologie et une expérience unique. Et ça, je pense que ça peut être un axe fort de différenciation, j'espère, dans l'avenir, c'est de travailler encore plus cet aspect, parce qu'on n'est pas nombreux en Europe. Une multirisque habitation connectée de cette façon, à ma connaissance, il y avait guère qu'Aviva qui avait fait ça avec un concurrent en Angleterre il y a quelques années. Donc sur le continent européen, on est assez leader là-dessus. Et notre large écosystème de partenaires industriels grands comptes devrait nous aider à essayer de fédérer un peu, de faire travailler ensemble tous ces écosystèmes. Très bien. Je pense qu'on a eu vraiment une bonne rétrospective de toute cette transformation qui s'opère chez Deltador. J'ai envie de vous donner la parole, Hélène, en tant qu'experte maintenant, pour un peu conclure cette séquence. Donc voilà, il y a beaucoup d'entreprises qui nous écoutent aujourd'hui, qui sont réunies avec nous. Quels seraient, selon vous, les 3 messages clés que vous aimeriez livrer justement aux entreprises pour les conseiller par rapport à tout ce que vous venez d'entendre en termes de retour d'expérience de Deltador? Alors, peut-être les 3 éléments. Premier élément, donc on est dans le cadre du digital change. Ce serait peut-être de clarifier l'expression un peu de transformation digitale. Nous, ce que l'on constate, c'est une expression qui est un petit peu parfois galvaudée, avec un sens un peu confus. Pour nous, KPMG, la transformation digitale, c'est quoi? C'est l'usage des technologies à des fins de différenciation et de compétitivité accrue de l'entreprise. Donc on est vraiment sur ces 2 objectifs-là. Donc on n'est pas uniquement sur la notion de technologie, mais vraiment sur l'usage des technologies. Et quand on parle d'usage des technologies, ça va être à travers une plateforme IoT, à travers la technologie blockchain, cybersécurité, des solutions de dématérialisation facture, mise en place de CRM. Voilà, donc c'est au global la transformation digitale. Le deuxième élément qui me paraît important, c'est que le pourquoi il est acquis, en tout cas il faut qu'il soit acquis. Dans un monde où tout est en mouvement perpétuel, avec une intensité concurrentielle accrue, les opportunités, le digital offre de réelles opportunités de différenciation et de compétitivité. Et les questions sont plus vraiment sur le comment. Et le dernier point, ce serait peut-être des bonnes pratiques que nous, on peut identifier. Donc, on a parlé de définir une stratégie. Concrètement, quels sont les tenants et les aboutissants de cette plateforme. On parle beaucoup dans notre jargon conseil de case for change. Pourquoi changer par rapport à nos concurrents, par rapport aux tendances du marché, par rapport aux attentes des clients. Et également, un élément qui est important de travailler dans ces case for change, c'est si on ne change pas, que se passe-t-il ? Ça, c'est un élément aussi qui permet de fédérer et de ramener aussi un peu de réalité à tout ça. Donc, sur cette définition de la stratégie, c'est les notions de case for change. C'est également, on en a un petit peu moins parlé, la notion de budget. Il est nécessaire d'allouer des budgets spécifiques pour ces projets digitaux, ces projets de transformation, des business cases qui vont faire un point à la fois sur les recettes et les coûts, dans une vision OPEX-CAPEX, pour rendre plus robuste et concret cette transformation-là. Donc, définition de la stratégie et puis également définition des nouveaux process. On a commencé, Stéphane en parlait, nouveaux process de fonctionnement, nouvelles pratiques de travail liées à cette transversalité. Et puis, pour finir, la dimension humaine, donc on en a parlé, à la fois en interne, à la fois en s'appuyant sur des compétences externes, mais également vis-à-vis des clients. Et une bonne pratique, c'est effectivement, quand on est sur ce type de projet, d'identifier des ambassadeurs clients qui vont venir finalement à la fois dans une démarche un peu test and learn, affiner ces projets-là, mais également être des ambassadeurs pour l'univers sur le terrain de jeu que vous avez choisi de faire. Très bien. Merci Hélène, c'était très complet. J'espère que vous avez pu profiter des bons conseils que Hélène vient de nous apporter. Je vous propose maintenant de passer à la séquence questions-réponses. Donc, vous avez certainement posé quelques questions durant ce témoignage. Donc, je vous propose de les regarder une à une.
Alors, première question, quel socle technique avez-vous utilisé pour votre brique API? Donc, je me tourne vers Stéphane. Alors, on utilise, on a mis notre plateforme, on utilise les technologies d'Azure et on a aussi des technologies en propre chez un hébergeur. Voilà. Donc, c'est à la fois du développement interne et de l'assemblage de services, généralement type PaaS, qu'on va trouver chez Azure. Ok, très bien. Je vous propose de prendre une seconde question. Alors, vous vous positionnez comme prestataire de plateforme IoT en marque blanche, en mode SaaS. Êtes-vous alors concurrent d'Overkeys, spin-off de Somfy? Oui. Oui, on se positionne. Notre plateforme peut être visible ou invisible. Pour des acteurs, par exemple, je mentionnais SOWI ou avec notre partenaire AS2D, la plateforme Deltador est totalement invisible du client final. Il ne sait même pas qu'elle est là. Et on n'a pas vocation à la rendre très visible. On n'a pas vocation à devenir comme les grands acteurs GAFA et à mettre en avant la plateforme comme un business en tant que tel vis-à-vis de la terre entière. Donc elle est en marque blanche par principe. Et oui, on est un peu sur le même positionnement avec ce delta, encore une fois, autour des services intégrés, parce que je pense qu'on est un pionnier sur la partie services intégrés comme l'offre assurée des techs qu'on peut fournir dans les caisses mutuelles. Très bien, je vous propose de passer à la question suivante. Alors, allez-vous développer une offre d'intelligence artificielle, machine learning sur le Edge? Alors pour ça, je vous incite à regarder, donc là encore une fois, la réponse est probablement, alors, ou disons oui, un mix de Edge et de Cloud. Et je vous incite à regarder un peu sur YouTube parce qu'on était présent au CES, où on a annoncé une solution qui s'appelle Onsen, O-N-S-E-N, et qui est une solution à base de machine learning et d'un certain nombre de composants électroniques qui vous permet d'avoir toujours juste ce qu'il faut d'eau chaude dans votre ballon d'eau chaude pour la famille. Donc ça va apprendre comment les gens se douchent, c'est-à-dire combien vous utilisez d'eau chaude et à quelle fréquence, et comment votre ballon se comporte pour chauffer juste ce qui est nécessaire d'eau chaude dans le ballon. Donc l'objectif, c'est de ne pas avoir des douches froides. Donc ça, pour ceux qui ont des enfants à la maison, notamment qui sont passés par la case adolescence, ça peut arriver. Et aussi d'optimiser votre facture énergétique et puis l'utilisation de votre ballon d'eau chaude. Et donc ça utilise des briques de type machine learning, donc de l'IA. J'aime pas trop le mot d'IA parce que c'est un peu galvaudé aussi, on met un peu tout et n'importe quoi derrière. Donc nous, pour l'instant, c'est essentiellement du machine learning, aller faire du deep learning et des réseaux neuronaux. On a regardé un petit peu, mais on n'a pas pour l'instant de cas d'usage précis en tête qui utiliserait ce genre de techno. Ok, merci pour ces premières illustrations. On a le temps de prendre encore quelques questions. Alors, après l'Internet des objets, sur quelle prochaine révolution technologique bossez-vous déjà en recherche et développement? Bonne question. Bonne question. Non, on est toujours dans l'Internet des objets. Donc il y a un certain nombre de technos qu'on regarde. Notamment, on regarde un petit peu la blockchain, qui pourrait faire sens pour le jour où se répandront un petit peu plus les usages d'échange d'énergie en peer-to-peer, donc la revente d'énergie d'un particulier à d'autres particuliers dans le voisinage. Dans ces cas-là, les technos type blockchain et la notion de smart contract pourra faire sens. Mais là encore, c'est assez loin. Donc nous, les gros sujets qu'on a, alors que moi, dans les équipes innovation, ça va plutôt être autour de la thermique. Comment on va intégrer le photovoltaïque, le véhicule électrique, comment on va mieux intégrer tous ces aspects de mobilité. Parce que nous, on est dans le smart home, dans le smart building, et entre les deux, vous avez quand même la mobilité. Donc comment on va aider les usagers dans tout ça, c'est plutôt vers ce genre de choses que l'on se dirige, qui vont se reposer sur des objets aussi. L'objet pouvant être une voiture. Et vous, Hélène, c'est quoi les grandes révolutions que vous voyez finalement dans les clients que vous accompagnez en termes vraiment d'innovation? D'innovation, alors on va plus être sur les cadres réglementaires, que ce soit les plateformes IoT ou ce type de technologie. On en parlait tout à l'heure, tous les sujets liés à la cybersécurité,
toute la mise en conformité avec le cadre réglementaire constitue des enjeux clés pour demain qui doivent être travaillés, qui sont déjà en cours de traitement, mais sur lesquels il faut intensifier. Donc c'est sur ces sujets-là aussi que les entreprises sont positionnées. Oui. Et puis d'une manière générale, après, là on est dans le cadre d'un repositionnement vers du service. Donc ça va être travailler justement plus dans cette logique de marketing du service par rapport à du marketing produit, pour être sûr que ce soit cette plateforme ou une autre, on s'intègre bien dans les attentes clients orienté service, avec peut-être qu'il va y avoir des nouveaux modèles aussi d'innovation, plus dans la gestion des prestataires. On en parlait tout à l'heure au niveau du parcours client. Le fait d'être sur des plateformes, on ouvre un certain nombre de prestataires, et finalement, côté client, que ce soit un installateur ou vous-même, lui, il s'attend à avoir le service qui a été promis par l'entreprise. Et donc, un des enjeux, ça va être également de réussir à embarquer toute cette nouvelle chaîne de valeur pour être sûr que le service qui va être offert au client soit sans couture et à la hauteur des attentes. Oui, on en revient toujours autour de cette expérience client unique sans couture. Complètement. Alors, est-ce que nous avons peut-être une dernière question que nous pouvons prendre ? Alors, devez-vous revoir votre modèle de vente suite à votre remarque sur la formation des vendeurs ? Alors le modèle de vente, non, pas forcément, mais plutôt la technique de vente, ou la façon d'aborder la vente chez un client. Parce que encore une fois, ce que vous avez à vendre, ce n'est pas un produit tangible dont vous voyez bien la frontière, vous comprenez bien, ça a 3-4 features, et c'est un petit peu plus compliqué que ça. Donc c'est plus la technique de vente, mais le modèle de vente en tant que tel, non, parce que vous allez toujours vendre aussi des produits, et on va vendre du récurrent, effectivement. Donc ça, c'est un petit peu différent, mais on va souvent aussi avoir encore du produit et un modèle de récurrent. Mais le récurrent, on va uniquement, au travers de la plateforme et des services plateformes, pouvoir le vendre si on répond à un réel besoin ou un réel problème du client. C'est ça qui est un petit peu nouveau dans les modèles de vente. Parce que quand vous allez vendre un thermostat, vous allez voir un client qui fait du chauffage ou des systèmes de chaudière, il est évident qu'il a besoin de thermostat. Donc après, la bataille, il est de vendre votre thermostat plutôt qu'il prenne celui du voisin. Là, c'est un petit peu différent parce que vous ne savez pas exactement ce dont il a besoin a priori. Vous le saurez qu'à posteriori si vous avez bien fait votre travail. C'est ça qui est plutôt nouveau. Ce que l'on peut voir de notre côté, c'est qu'il peut y avoir des modifications du modèle de vente, par exemple, entre des ressources nomades ou sédentaires. Ça peut être un premier élément. Et également en fonction du prisme ou du critère de segmentation de la force de vente. Auparavant, on était plutôt sur des logiques parfois géographiques parfois géographiques, et maintenant on est plutôt sur des logiques d'application marché pour être sûr d'embarquer en fait la notion de gestion de grands comptes ou gestion de portefeuille compte qui sont des notions indispensables aujourd'hui avec la mise en place de ce type de plateforme. Donc on a des évolutions quand même dans les modèles d'organisation et dans la gouvernance, que ce soit d'ailleurs dans le B2C ou dans le B2B. Très bien. Eh bien, écoutez, je pense que nous avons fait le tour du sujet. Donc, merci Stéphane, merci Hélène, et merci à tous pour votre participation et les questions. Merci.